et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de kiosque. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 4 mai. C'est un événement à l'échelle nationale. Le musée de Port-Royal des Champs à Manille-les-Hameaux rend hommage jusqu'au 29 juillet à Rosa Bonheur et sa famille. Une première en France car la majorité des œuvres de la célèbre peintre animalière du 19e siècle sont conservées à Londres ou au Metropolitan de New York. Frédéric Franck, directeur du musée des impressionnismes de Giverny, nous rejoindra en plateau dans quelques instants. Nous aborderons la réouverture du site et l'exposition accueillie par le musée cette saison, Caillebotte, peintre et jardinier jusqu'au 3 juillet prochain. L'art contemporain investit le musée de la Toile de Juillet jusqu'au 29 juillet. Le groupe de recherche Actes de la Sorbonne, en association avec le CNRS, questionne la peinture, peindre n'est-ce pas teindre. 12 artistes contemporains proposent une vingtaine de créations. Et on démarre cette émission avec vous, Isabelle Goudet-Lavarde, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes comédienne et originaire de la vallée de Chevreuse et vous avez créé un spectacle pour apprendre à gérer les conflits. On regarde tout de suite un extrait du teaser de votre spectacle. D'un côté, vous avez peur de passer pour un rabat-joie en imposant vos choix. De l'autre, vous seriez vraiment frustré si vous deviez vous incliner. C'est sûrement que vous ignorez qu'il existe des solutions créatives pour sortir des conflits. Et pourquoi ne pas conjuguer tout simplement les envies de chacun ? On peut en même temps se divertir et découvrir de nouveaux horizons. Alors c'est un projet né de votre expérience personnelle et même professionnelle d'ailleurs, car vous dirigez Bienveillance et Performance, un cabinet de conseil et formation spécialisé justement dans la gestion des conflits depuis 2008. Alors d'où vous est venue cette idée ? L'idée a germé il y a 2 ans quand je donnais une conférence sur la gestion des conflits dans les entreprises à Montparnasse. Et Emilia Santucci est venue assister à cette conférence. Moi, j'adore ce qu'elle fait et j'étais très flattée qu'à la fin du spectacle, elle vienne me voir, la conférence, c'est un lapsus, elle vienne me voir en me disant, mais là, il y a tout pour faire un spectacle. Et il m'en fallait pas me le dire 2 fois. J'ai dit, mais on fait ça comment ? Et on s'est mis à écrire. Cette conférence, elle a été entièrement revisitée et c'est devenu un spectacle. Alors, donc le thème, la gestion des conflits, mais quelles sont les questions que vous abordez au travers de ce spectacle ? Alors, c'est à la fois les conflits dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, et moi j'utilise mon expérience de maman, mon expérience d'épouse, mon expérience de cadre dirigeant, et j'explique comment j'ai pris les portes dans la gueule, les pieds dans le tapis, comment je m'en suis sortie ou pas, et à chaque fois les anecdotes que je ramène sont des prétextes à exposer les prises de conscience que j'ai eues dans chacune des situations. Est-ce que vous proposez des solutions ? Quel est le format du spectacle ? Est-ce qu'il s'agit d'un spectacle didactique ? Est-ce que ça reste une conférence ? Est-ce qu'on est sur un one-man show ? Alors en fait, c'est un peu tout ça. Je suis seule en scène, donc c'est un peu le format one-woman show, dans le sens où il y a un caractère autobiographique aux anecdotes qui sont ramenées. Je force le trait sur mes enfants, je force le trait sur mon chef, mais finalement, tout ça, c'est inspiré d'une histoire vraie. Et ça a une vocation didactique parce que même mon décor porte un certain nombre de concepts. J'ai 5 chaises et sur chacune des 5 chaises, j'expose des concepts qui permettent de décoder des enjeux dans des situations difficiles. On va justement regarder tout de suite un extrait de votre spectacle. L'ours polaire et moi, on n'a pas de conflit, on n'a pas de contact. Avec mes enfants, c'est pas de bol. Ils habitent chez nous. On est en contact. Règle numéro 1. Si je demande ce que je ne veux pas, je n'obtiens pas ce que je veux. Est-ce qu'il a pris un petit coup de chaud ? Est-ce qu'il est surmené ou juste un petit peu coincé ? C'est la règle numéro 1. Et du coup, à la sortie du spectacle, le public repart avec des clés pour mieux gérer les conflits ? Voilà, c'est ça. Alors, tout le spectacle est ponctué de prise de conscience avec un gimmick qui est une sorte de running joke de la règle numéro 1. Parce que si vous ne connaissez pas la règle numéro 1, juste, il faut aller voir le spectacle. En fait, il y a 12 règles numéro 1 et 3 formules magiques. C'est des façons de regarder les situations autrement pour réussir à prendre du recul et à décoder les enjeux. Et vous avez un retour direct justement de votre public ? Alors, le commentaire le plus flatteur que j'ai eu, et j'aime bien le reprendre, c'est une personne qui avait marqué pendant mon crowdfunding ce spectacle devrait être remboursé par la sécurité sociale.
parce que finalement, au-delà du fait que les gens peuvent trouver des clés pour se rendre la vie plus belle dans leur quotidien, c'est aussi un spectacle où on peut prendre du plaisir à voir ce qui se joue dans des situations toutes simples, dans lesquelles on se reconnaît en général. Donc vous menez justement vos deux activités en parallèle et votre activité professionnelle nourrit toujours votre spectacle? Les deux se nourrissent. Aujourd'hui, je continue à donner des formations sur la gestion des conflits. Et c'est pas rare que par demi-journée, j'introduise un petit sketch. Et là, on dit, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, mais en fait, c'est vraiment une expérience pédagogique dans laquelle il y a du fond. Et tout ça, c'est mis en forme avec une direction artistique, avec un décor, avec des lumières. Et ça donne de la profondeur. Et puis, c'est fait pour parler au plus grand nombre. Le 14 mai prochain, vous serez à Versailles, donc là il s'agit d'une représentation privée. Oui. Mais par contre, le 12 juin, vous serez à Gif-sur-Yvette, à la salle de la Terrasse. Et là, c'est une représentation publique. Oui, et c'est une grande salle. Et ça se remplit très très vite. Je suis très contente. Alors, pour tous ceux justement qui souhaiteraient s'inscrire, vous pouvez avoir plus d'informations à l'adresse qui va s'afficher à l'écran. De ce spectacle, en fait, vous vous êtes dit pourquoi ne pas se lancer dans une carrière de one-man show? Il y a beaucoup d'autres univers qui nourrissent une envie peut-être d'autres spectacles? Alors, assez vite, je me suis rendu compte que Emilia et moi, on avait écrit pour 4 heures. On a monté 1h30. Et donc, cette frustration, elle va être compensée par un deuxième spectacle dans l'univers ado. Donc, il y a un spectacle qui va s'appeler La dure vie de Louise Good. Louise, c'est une ado de 13 ans, ses parents sont divorcés et elle voit les situations difficiles d'une ado de 13 ans avec du harcèlement, avec des parents chiants. Et la chance qu'elle a, c'est d'avoir, dans l'environnement de son papa, qui est un petit peu un coureur, il ramène un jour une nouvelle compagne qui s'appelle Isabelle et elle connaît toutes les règles, numéro 1. Il s'agit également d'une histoire inspirée de votre histoire personnelle, non? Ouais. Tous mes enfants m'ont donné leur bénédiction, mais ils savent que ça force un peu le trait. D'accord, donc comme ça, la susceptibilité n'est pas touchée. Merci Isabelle Goudet-Lavard d'être venue en plateau, d'avoir répondu à nos questions. Donc votre représentation privée, ce sera le 14 mai à Versailles, mais la représentation publique, surtout que l'on annonce, ce sera le 12 juin à la salle de la Terrasse de Gif-sur-Yvette. Plus d'informations et toutes les inscriptions peuvent se faire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et l'on parle à présent d'un autre Yvelinois, un Maurepassien, Chris Dan, ou Bruno Masson de son vrai nom, vient de publier son premier roman d'aventure, un livre écrit en 2 ans, dans le train intitulé Le Virtuose aux éditions Le Panthéon. L'histoire d'Eric Slater, un voleur chevronné qui dérobe les plus beaux bijoux du monde pour une agence philanthropique, jusqu'au jour où une puissante organisation se retrouve sur son chemin. Ça se veut un livre facile à lire, un livre ce que j'appelle des romans de plage, comme je disais tout à l'heure, et qui emmène le lecteur dans une histoire, comme quand on va voir un film d'aventure où on ne se pose pas finalement beaucoup de questions et on se laisse embarquer dans l'action. Voilà. Et ça se veut un livre d'action, un livre d'aventure dans lequel on se laisse emmener. Les différentes personnes qui m'ont accompagné dans la correction de ce livre et qui sont plutôt littéraires que romans d'aventure, se sont laissés accrocher par l'histoire de ce livre. Et je vous le disais, jusqu'au 25 juillet prochain, le Musée national de Port-Royal des Champs à Manille-les-Hameaux rend hommage à la célèbre peintre animalière Rosa Bonheur et à sa famille. 3 générations d'artistes ont pu développer leur art dans l'atelier manicois acquis en 1865 par le frère Auguste pour y installer un atelier devenu aujourd'hui annexe de la mairie. Cette exposition est une première en France car la plupart des œuvres de Rosa Bonheur sont conservées à Londres ou au Metropolitan de New York. Hommage à Rosa Bonheur et sa famille. Durant plus de 50 ans au XIXe siècle, 3 générations d'artistes dans la famille ont développé leur art, de la peinture animalière à la musique, dans la maison des Bonheurs de Manille-les-Hameaux, acquise en 1865 pour y installer un atelier, devenu aujourd'hui annexe de la mairie. Le musée de Port-Royal des Champs leur consacre une exposition jusqu'au 25 juillet. Cette famille, dans son ensemble, a plusieurs talents. Et donc l'idée, c'est de confronter ces différents médiums artistiques, de voir comment ces différents médiums artistiques, finalement, créaient un art à partir d'inspirations communes, ce monde animalier qu'ils ont vraiment cherché à explorer sous toutes ses formes. 70 peintures et sculptures sont exposées, certaines de la célèbre peintre animalière Rosa Bonheur, souvent comparée de son temps à Jacques-Raymond Bracassa, d'autres de son père Raymond ou de son frère Auguste, et les sculptures de son frère Isidore.
Un art familial tourné vers la nature et le monde animalier, avec une sensibilité pour le monde des pâturages et de la forêt. Un héritage du père, de Rosa Bonheur, proche de la peinture romantique. Ce qui est très intéressant chez eux, c'est qu'il y a un véritable intérêt pour les spécificités des animaux. Il y a vraiment la volonté de s'intéresser très spécifiquement à l'anatomie des animaux et avec ce côté un peu positiviste du 19e siècle, si vous voulez. Et par ailleurs, ils ont pu participer à l'illustration d'ouvrages scientifiques agricoles. Cette exposition est une première en France, la majorité des œuvres de Rosa Bonheur se trouvant à Londres ou au Metropolitan à New York. Pour la réaliser, le musée de Port-Royal a bénéficié de prêts du musée des Beaux-Arts de Bordeaux, du musée de Fontainebleau et de différentes collections privées. Et après le musée de Port-Royal des Champs, nous allons nous intéresser à un autre lieu culturel qui n'est pas musée national, mais qui en a l'envergure. Tout du moins, il s'agit du musée des impressionnismes de Giverny. Nous en parlons avec vous, Frédéric Franck. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du musée. Donc le musée vient de rouvrir, c'était le 25 mars pour une nouvelle saison. Et c'est un musée qui est fermé l'hiver. Quelle raison à ça ? Le musée des impressionnismes Giverny est un musée tout jeune. Et ça fait 7 ans qu'il existe sous cette forme-là. Et c'est un musée qui, au début, n'avait pas de collection. Donc aujourd'hui, pour faire fonctionner un musée à l'année, c'est important d'avoir une collection permanente ambitieuse. Et à ce jour, le musée en est dépourvu. Donc c'est vrai qu'on fonctionne essentiellement sur les expositions. Il y a une collection qui est en cours de constitution, mais effectivement, on n'a pas la force de frappe pour faire venir des visiteurs pendant l'hiver. L'autre chose, c'est que le musée est bien distinct de la maison et des jardins de Monet, mais en même temps, il y a une forte envie, quand on va au musée à Giverny, de voir la maison et les jardins de Monet. Et inversement, quand on vient voir une exposition comme ça, quand on vient voir les jardins et la maison de Monet plutôt, on a envie de voir une exposition aussi. Donc il y avait une logique à ce que les deux fonctionnent ensemble sur la même saisonnalité de mars jusqu'à novembre. Ça permet également de profiter de la floraison printanière, ce qui ne gâche rien. Vous l'avez dit, c'est un jeune musée. Quelle est la vocation de ce musée ? Alors, comme tout musée, il cherche à acquérir des œuvres d'art, à les étudier, à les conserver, à les transmettre au plus large public possible. Donc c'est un lieu d'ouverture sur le monde et de connaissance, mais en même temps, connaissance avec un côté de délectation, le plaisir de voir des belles œuvres aussi. Et en même temps, c'est un musée thématique. C'est pas le musée Claude Monet, justement, c'est le musée des impressionnismes. Alors c'est un barbarisme qui signifie en fait qu'on a cherché à ouvrir au maximum le sujet. Pour le coup, c'est vraiment un musée d'ouverture. On part de ce lieu qui est universellement connu, qui est Giverny, qui est connu à travers le monde entier et qui attire les foules. Voilà, pour Monet, pour Sénimphéa. Et puis, on part de ce point de départ-là et on ouvre sur d'autres choses, ce qui s'est passé après l'impressionnisme, parfois les résonances dans l'art contemporain. Donc, ça nous permet de tirer un petit peu le fil et puis de proposer une programmation assez vaste et ambitieuse. Alors c'est un musée qui est en développement. Quelles sont les ambitions pour ce musée ? Les ambitions pour ce musée, c'est à terme effectivement de constituer une collection digne de ce nom. C'est pas forcément facile parce que dans ce qui concerne l'impressionnisme, c'est ce qui se fait de plus cher à part Jeff Koons ou Picasso. Enfin, voilà. Mais c'est aussi une ambition de développement des publics, c'est-à-dire profiter de ce caractère universel très populaire de la peinture impressionniste pour proposer des petits pas de côté, des choses un peu plus pointues. Et effectivement, dans ce contexte-là, il y a des développements à faire, que ce soit sur le plan du numérique, que ce soit sur le plan d'ouvrir de nouveaux espaces pour proposer des activités. Le musée, aujourd'hui, il se doit de proposer des choses à son public pour pouvoir connaître mieux l'art. Ce n'est pas juste exposer des œuvres, on a envie d'y faire d'autres choses. On a envie de jouer un rôle dans la société et puis d'accueillir au mieux les visiteurs. Alors avec un agrandissement, pourquoi pas peut-être dans les prochaines années. Donc vous l'avez dit, on y parle de Monet, mais pas que. Vous accueillez chaque saison une exposition temporaire et vous ouvrez cette saison avec une exposition sur l'impressionniste Gustave Caillebotte que vous avez intitulée Peintre et jardinier. Elle est présentée jusqu'au 3 juillet prochain. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de cet impressionniste ? Alors Gustave Caillebotte, c'est un artiste
génial et discret. Donc ce sont deux qualités qui nous plaisent beaucoup déjà. Puis c'est une vraie figure. Hein, c'est une vraie figure du courant, c'est quelqu'un qui a porté sur ses propres deniers et sur toute sa vie durant le mouvement impressionniste. C'est lui qui a fait rentrer les principales œuvres impressionnistes qui sont aujourd'hui sur les 6 messes du musée d'Orsay dans les collections de l'État. Donc il s'est battu pour l'impressionnisme. Et en même temps, justement parce que c'était quelqu'un qui venait d'une famille très riche et qui n'avait pas forcément besoin de son art pour vivre, il a très peu cultivé sa postérité et il a eu une reconnaissance très tardive, c'est-à-dire qu'en France, on s'est intéressé à lui essentiellement à partir d'une grande rétrospective au Grand Palais organisée par le musée d'Orsay en 1994. Mais avant ça, on le connaissait très peu. Et puis, il n'est pas toujours très bien identifié par le grand public. Alors, il est célèbre pour ses évocations du Paris d'Haussmann. Pour ça, on le connaît bien. Mais c'est également quelqu'un qui avait une passion pour l'horticulture. Et il avait un rapport assez étroit avec les Yvelines, qui n'étaient pas les Yvelines avant. Oui, c'est ça. C'est que Gustave Caillebotte, effectivement, ce qui nous a fasciné aussi, c'est sa passion pour le jardinage qui le rapproche de Monet. Et ce jardin, il l'a cultivé à l'époque dans le département de Seine-et-Oise, qui était un grand département qui couvrait notamment les Yvelines, mais pas seulement, à Gennevilliers. Et Caillebotte était aussi un navigateur, donc il a conçu et construit ses propres bateaux et il descendait la Seine. Donc en descendant la Seine, il a peint par exemple Port-Marly, il est descendu à Carrières-sur-Seine, il a peint tout cet univers entre Argenteuil et la mer et le Havre. Et donc c'est quelqu'un qui a exploré toutes ces terres et qui a fait de très belles œuvres sur ces paysages des Yvelines et d'ailleurs. Vous nous disiez tout à l'heure combien il était coûteux d'acquérir une toile impressionniste. Et justement, en ce moment, il y a un appel à la donation pour acquérir le parterre de Marguerite de Gustave Caillebotte. Tout à fait. Le musée a eu une opportunité, en concevant l'exposition Caillebotte, peintre et jardinier, de faire l'acquisition d'une toile de Caillebotte, en fait un ensemble de 4 toiles ce qui a pu être sauvé d'un grand projet décoratif de Caillebotte, un parterre de Marguerite, qui a beaucoup de résonance avec les nymphéas de Monet. Ce n'est pas les nymphéas de Monet, mais ça rappelle furieusement un certain nombre de principes de cette peinture. Et donc, on a décidé pour ça de prendre sur nos propres fonds, mais aussi de proposer au public, ce qui se fait de plus en plus souvent dans les musées, hein, c'est de participer et de faire une sorte de communauté. C'est pas juste, on ne fait pas juste un appel aux dons pour faire un appel aux dons. On pourrait se débrouiller autrement, mais le but, c'était aussi de fédérer autour de ce projet et aussi de toucher un public plus jeune à travers une plateforme qui est KissKissBankBank, sur laquelle on peut faire un don à partir de 5 € et avoir le sentiment d'être propriétaire un peu de l'œuvre d'art. Voilà. Très bien. Merci Frédéric Franck d'être venu en plateau, d'avoir accepté notre invitation. Et donc, je rappelle que le musée, lui, est ouvert jusqu'au 6 novembre prochain et l'exposition Caillebotte, peintre et jardinier est présentée jusqu'au 3 juillet. Jusqu'au 15 mai, une autre exposition à retrouver. Il s'agit, celle-ci, du grand rôle dans la réinsertion professionnelle des mutilés de guerre à Rambouillet à la Bergerie nationale. À l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, cette exposition retrace le quotidien de la population rambolitaine durant ces 4 années de conflit. Elle permet aussi de présenter l'école de rééducation de la Bergerie nationale qui, entre 1916 et 1921, a formé des soldats mutilés à un nouveau métier, leur permettant, malgré leur nouveau handicap, de subvenir à leurs besoins et de se réintégrer dans la société. Et enfin également une dernière exposition jusqu'au 29 juillet, c'est l'art contemporain qui investit le musée de la toile de Jouy. Le groupe de recherche Actes de la Sorbonne, en association avec le CNRS, questionne la peinture. Peindre, n'est-ce pas teindre ? 12 artistes contemporains proposent une vingtaine de créations avec l'idée d'une peinture élargie. Peindre, n'est-ce pas teindre ? La question est posée par le groupe de recherche sur les arts de la Sorbonne, en association avec le CNRS. Pour y répondre, il propose un 5e volet de la collection Création et patrimoine au musée de la toile de Jouy jusqu'au 29 juillet. Ce questionnement, entre peinture et tissage, trouve sa place au musée où les toiles imprimées de motifs dessinés par des artistes du XVIIIe siècle ne sont pas des tableaux. La peinture, c'est poser une touche sur un support, donc c'est resté en surface, alors que la teinture, c'est imprégné, diffusé dans un tissu, dans une toile, etc. Donc c'est vrai que
a priori très différents. Cependant, aujourd'hui et depuis les années, on va dire 60, les artistes contemporains envisagent une peinture très élargie. C'est-à-dire qui dépasse le support, bien sûr peinture, mais également qui s'enfonce en profondeur dans ce support, d'où l'idée de la teinture. Pour l'exposition, 12 artistes contemporains s'approprient la peinture comme teinture avec l'idée d'une peinture traversante, utilisent des toiles enchâssées et des tissus, jouent avec l'empreinte du soleil ou encore travaillent l'encre sur papier. Ces artistes, à la fois, même si les médiums sont très différents, sont très proches, il y a toujours un entêtement à questionner la peinture encore et toujours. C'est-à-dire que la peinture, c'est pas seulement la représentation peinte, c'est qu'est-ce qui se passe par rapport à un support, qu'est-ce qui se passe par rapport au dépôt de la peinture elle-même sur ce support. Voilà. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment l'idée d'une peinture élargie. Une peinture élargie, un passage entre le tableau peint et des matériaux colorés assemblés, une technique pour parvenir à un dispositif réagissant dans l'espace à la manière d'un travail pictural. Et l'on poursuit avec la rubrique cinéma. Tout de suite, vos réactions sur les nouveautés à l'affiche de ce mercredi. Les dialogues sont formidables. C'est à la fois drôle, c'est émouvant. Ça délivre un message qui est évident sur la différence. C'est drôle, c'est émouvant. Non, c'est bien, c'est vraiment bien. C'était bien. C'était romantique. Voilà. J'ai aimé quand Violetta, elle a chanté et c'était très marrant et triste. Alors je suis allée voir Eddie the Eagle, j'ai trouvé ça vraiment un film frais, hyper agréable. En plus il y a Hugh Jackman, donc c'est un de mes faits, je suis carrément fan. Et non, c'est vraiment drôle, j'ai passé un excellent moment, vraiment très bon moment. 7e art toujours. Bertrand Pigny du cinéma Philippe Noiret des Clés de Sous-Bois nous donne son coup de cœur. Alors le coup de cœur du cinéma Les Yeux d'Elsa cette semaine, c'est un film de John Hillcoat, un réalisateur australien à qui on doit La Route, The Proposition, Des Hommes sans loi. Là, il nous arrive avec un film de gangster dans le Atlanta d'aujourd'hui, un film très moderne, très dans le réel d'aujourd'hui, et un film qu'on compare au Hit de Michael Mann, qui est quand même probablement le must de ce qu'on a pu faire en film de braquage. Alors, ce film nous raconte l'histoire de deux groupes plus ou moins entremêlés, un groupe de braqueurs, un groupe de flics. Les flics ont introduit une taupe chez les braqueurs, mais en même temps, les braqueurs ont aussi des taupes chez les flics. Donc il y a comme ça une sorte de mélange entre ces deux groupes, pas forcément très simple à comprendre, mais en tout cas on entre comme ça dans une aventure absolument folle qui dure 2 heures, qui s'arrête absolument jamais. On a affaire à Casey Affleck, un jeune type plein de promesses, à Woody Harrelson, un vieux type toujours plein de promesses, à Kate Winslet, qui est une très grande actrice, et à Gal Gadot, qu'on a vu récemment dans le rôle de Wonder Woman. Ton boulot, être plus monstrueux que le monstre. Et rentrer à la maison à la fin de la nuit. Il n'y a aucune limite à ce qu'un homme désespéré peut faire quand il est piégé. Ce film, on le présente ici ce week-end en version française, samedi à 18h15, en version originale, dimanche à 20h30, à des tarifs toujours aussi accessibles. J'espère que vous auriez la curiosité de venir voir ce petit chef-d'œuvre. À bientôt dans nos salles. Et avant de nous quitter, voici quelques dates pour un week-end culturel. Vendredi 6 mai, 20h30, à la batterie de Guyancourt, retrouvez l'Aillegro avec son chant doté d'un côté frais et spontané qui traverse la cumbia contemporaine et avec la tradition folklorique d'un côté et des beats ravageurs de l'autre. Señora chichera, deme alguito, yo le pagaré más luego. Cuando la tierra me dé calor y se hayan pasado los aguaceros. Cuelga la noche de un farolito de hierro. Señora chichera, no me dejes sin chicha roja todo el invierno. Señora chichera, señora chichera. Et un festival de métal sur Saint-Quentin en Yvelines ce week-end, vendredi 6 mai 20h au Café de la Plage de Maurepas et samedi 7 mai à partir de 18h à la salle de la Tour de Voisin, le Bretonneux. C'est la première édition du festival métal Open Sphere organisé par Metasos. Sur ces 2 dates, 9 groupes représenteront un métal ouvert et éclectique. Juste tout droit et bien à plat.
Et enfin au Prisme d'Elancourt, mardi 10 mai 20h30. La chorégraphe et danseuse Nacera Bellaza vous présente le cri. Créé en 2008, le cri est devenu une pièce essentielle de la danse d'aujourd'hui. Et c'est déjà la fin de votre émission culturelle. Vous pourrez la voir et la revoir sur notre site internet. Je vous souhaite une très bonne soirée.